Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une menace est en train de se concrétiser, celle de l'ingérence russe. Selon Microsoft et son centre d'analyse des menaces, des groupes d'influence russes cherchent à semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux Olympiques. La Russie a toujours plus besoin d'influencer l'opinion publique européenne pour faire cesser le soutien à l'Ukraine. 14 mai dernier, la France découvre avec effroi des dizaines de mains rouges taguées sur le mur des Justes. Vladimir Poutine a organisé des jeux alternatifs. Les Jeux de l'amitié, c'est leur nom, devraient avoir lieu à Moscou et Ekaterinbourg en septembre 2024. Ils créent la panique, ça fonctionne vraiment, et dans un deuxième temps, ils peuvent s'en servir comme une démonstration de force. Secret classé, secret sucré, c'est espionnant. Allez, la Russie accélère, vous l'avez entendu, sa campagne de désinformation contre les JO de Paris, alerte un observatoire lié à Microsoft de la rédaction de faux articles à la diffusion de contenus trompeurs. L'objectif, diffamer la France, Emmanuel Macron, ainsi que semer la peur pour dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux, Philippe. Alors parlons vrai, y a-t-il à votre avis d'autres ingérences que la Russie? On voit en Nouvelle-Calédonie, par exemple l'Azerbaïdjan ou la Chine. Est-ce que le pire risque de déstabilisation venant de Russie ne viendrait pas d'une cyberattaque au moment des Jeux Olympiques? Et à cette question, ingérence, manipulation, la Russie peut-elle déstabiliser la France? Vous dites désormais non à 56%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler ou débattre, Guy Philippe est avec nous, Guy Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste et auteur de Cyberdéfense et cyberpuissance au 21e siècle et roman Babel Minute Zéro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, on en parle de plus en plus de l'ingérence, mais là ça change un petit peu de mode, c'est-à-dire qu'on essaye d'effrayer finalement les citoyens français. Oui, alors ce qui me frappe, c'est que j'avais sans doute une vision naïve des rapports entre les États et des rapports de force, c'est que j'imaginais que la désinformation était possible, était même pour certains États nécessaire, mais je n'imaginais pas qu'elle puisse se dérouler de manière à ciel ouvert, en quelque sorte. Personne n'imagine que ça n'est pas la Russie qui n'est pas derrière ces affaires de cercueil, de mains rouges et d'autres choses encore. Et comment peut-on penser, et pourtant probablement ce sera le cas, que des gens puissent être impressionnés par des campagnes aussi ostentatoires de manipulation et que peut-être on ne parvient pas assez à battre en brèche? Françoise Degois. Moi, je pense qu'on est impressionné parce que c'est effrayant, parce que les mains rouges sur le mémorial de la Shoah et les cercueils avec les noms des soldats sous la Tour Eiffel, ça touche vraiment nos peurs les plus profondes et ça envoie quand même un message qui est clair, c'est-à-dire qu'on peut amener la mort sur votre territoire, ça n'est pas un problème pour nous, il faut quand même voir à qui on a affaire. Le hacking des Jeux Olympiques n'est pas une première, vous savez, vous vous souvenez la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul qui avait été perturbée par des hackers. Donc, au fond, il y a les ingérences informatiques, mais moi je trouve qu'on a franchi un cap avec les mains rouges et ce que vous disiez sur les froids et sur les froids que ça crée, les cercueils sur la Tour Eiffel. Moi je pense qu'on a franchi un cap, mais je suis profondément optimiste. Je pense que nos démocraties, la France en tout cas, sont suffisamment fortes pour absolument encaisser ça. Tom Collin. C'est une guerre, qui me semble être de plus en plus totale. Alors pas au sens. Une guerre des nerfs peut-être. Ouais, et surtout on voit bien dans l'époque actuelle que de manière générale le numérique est quand même fortement utilisé par les grandes puissances pour pouvoir propager des idées plus ou moins acceptables, en l'occurrence là parfaitement scandaleuses. Même penser dans un autre registre à TikTok. TikTok est quand même maintenant aujourd'hui considéré par beaucoup de personnes, de plus en plus d'experts, comme étant utilisé par la Chine pour différents objectifs d'ailleurs. Avouable ou inavouable. Voilà, avouable ou inavouable. Mais donc effectivement aujourd'hui c'est l'une des menaces premières, c'est lutter contre ces désinformations et surtout en plus dans un contexte qui est très compliqué, qui est le complotisme aussi qui existe encore, vous savez, malgré tout, et donc ça va être difficile aussi pour certaines personnes de changer de vision. Par rapport à ce qu'ils voient ou pas ce qu'ils lisent. Guy Philippe Goldstein, vous avez écrit un roman qui s'appelle Babel Minute Zéro. C'est le livre qui a inspiré la politique cyber du gouvernement israélien. C'est le scénario d'une guerre Chine-Taïwan dans le cyberespace. Est-ce que quelque part aujourd'hui, on est arrivé dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qui se fait pas à coups de balles de Kalachnikov et de missiles, mais de manière beaucoup plus sournoise, vicieuse et qu'on ne voit évidemment beaucoup moins? On est effectivement totalement dans le cas d'une guerre hybride.
voudrais dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'Union soviétique, dès les années 20, avait déployé ce qu'ils appelaient les mesures actives. Et ce que l'on voit, c'était au siècle dernier, et ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas autre chose en réalité qu'un retour à une ancienne manière qui était très bien connue pendant la première guerre froide. Et aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième guerre froide. Il faut dire les choses, il faut les appeler par leur nom. Et nous avons donc face à nous un adversaire qu'est la Russie, qui à la fois utilise les anciennes manières, parce qu'on pourrait aussi évoquer les opérations de sabotage qui ont lieu au cours du premier semestre 2024 en Europe, qu'il s'agisse en Pologne, en Lituanie, en Estonie, des tentatives même en Allemagne, etc. Donc des choses dures, concrètes, entre guillemets, et à l'ancienne, mais également, évidemment, cette version nouvelle qui passe à la fois par des attaques cyber, à savoir donc attaquer les systèmes d'information de façon à faire planter, par exemple, le système de signalisation ferroviaire en République tchèque. La République tchèque est un allié occidental très fort, en tout cas qui aide beaucoup l'Ukraine. Et puis également des opérations cyber, parfois qui sont du domaine à la fois d'opérations qui réussissent un petit peu, mais qui se plantent, mais on en fait des outils de propagande, comme par exemple ce qui avait été révélé en mars dernier, lorsque il y avait une chaîne Telegram qui appartenait par un compte de la nouvelle cyberarmée russe qui était renée et qui a annoncé une attaque contre une centrale hydroélectrique en France à Courlon-sur-Yonne, alors qu'en réalité, c'est juste une petite installation électrique privée à Courlandot, un village de 300 habitants qui avait attaqué. Donc, il y a un aspect de manipulation autour de ça. Il y a des cyberattaques, il y a de la manipulation après dans les réseaux sociaux, ça a été évoqué. Et on essaye tout simplement à la fois de jeter le discrédit, eh bien là, sur la France dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques. Et puis également, comme ça a été dit avec le cadre des fameuses mains rouges au mémorial de la Shoah à Paris, d'essayer de monter les populations les unes contre les autres. À la fois, il y a rien de neuf sous le soleil. Il est vrai, ça a été dit qu'on identifie assez bien en fait que c'est la Russie qui est derrière. C'est une façon en fait pour dire, pour que la Russie nous dise, bah regardez, j'existe. C'est aussi quelque part, je voudrais le signaler, un aveu de faiblesse de la Russie dans la lutte politico-diplomatique qu'elle essaye de mener contre les alliés occidentaux, dans l'aide que les alliés occidentaux livrent à l'Ukraine. On le voit très bien, par exemple, avec tout ce qui avait été les menaces autour de l'emploi d'armes nucléaires, de ce bluff russe qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et on a un peu l'impression que les Russes essayent de passer à autre chose pour continuer à nous faire pression et qu'en même temps, ils sentent bien que ça ne marche pas. Confère justement la réaction depuis un an de la France par rapport à l'aide à l'Ukraine, confère d'ailleurs l'amélioration des moyens militaires qui sont livrés à l'Ukraine depuis 12 mois. Oui, mais Guy-Philippe Goldstein, ça fonctionne peut-être pas sur le gouvernement, mais est-ce que sur les citoyens, ça joue forcément à un moment donné? Parce que vous disiez, il y a le temps long de l'information, il y a le temps court. Donc forcément, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Et même si on arrive à rétablir la vérité, tout le monde ne verrait pas peut-être ce rétablissement de la vérité. Cette correction, ouais. Je cherchais le mot. Merci beaucoup, Tom Conan. Et vous avez parfaitement raison. Un des points critiques, et qu'on a très bien vu d'ailleurs dans une société qui est encore plus divisée que la société américaine, et sur lequel d'ailleurs les Russes ont joué lors de la campagne électorale de 2016, et on réfère un rapport bipartisan tant des démocrates et des républicains du Sénat qui datait de 2018, l'objectif était effectivement d'exploiter les divisions qui existaient dans la société américaine pour l'affaiblir et d'utiliser les réseaux sociaux. On avait très bien vu ça avec Facebook. Et on voit ça à nouveau aujourd'hui, évidemment, en Europe, avec toujours l'idée d'exploiter ces divisions pour que, idéalement, et peut-être que ça marchera malheureusement aux États-Unis, on verra en tout cas en Europe, idéalement, il y a tellement de tensions entre les différents camps politiques qu'on en vient presque à des commentaires de guerre civile qui pourraient se développer sur les réseaux sociaux. En gros, qu'il y ait tellement de luttes internes que finalement on laisse tomber les fronts externes et donc ça c'est peut-être l'idée stratégique de la Russie, qui est tellement de divisions internes qu'on ne s'occupe plus de l'Ukraine. C'est précisément ce que recherche la Russie.
à votre avis, les États attaqués peuvent-ils juste se défendre ou auraient-ils le droit d'opérer de la même manière, par exemple, en déstabilisant la Russie? Réponse courte, Guy-Philippe Goldstein, que les autres voix veulent vous interroger aussi. Allez. Oui, alors c'est une excellente question et d'ailleurs on est au cœur du débat actuel entre les alliés occidentaux. Lorsqu'on est face à ces opérations qui sont sous le seuil, c'est pas comme si c'était une attaque cinétique, comme si les Russes nous envoyaient des avions pour bombarder. Donc faut faire très attention à la manière dont on va répondre. Il y a en gros trois étapes de riposte. La première, et on l'a appris beaucoup des États baltes qui le faisaient et à raison, il faut dénoncer ouvertement que nous sommes les victimes de ce type d'attaque. Il faut pas mettre ça sous le tapis. Le deuxième point, il faut renforcer la résilience nationale, que ce soit au niveau cyber, que ce soit au niveau de tout ce qui va être cognitif, notre compréhension des médias, notre capacité à rechercher l'information, notre capacité aussi à débattre, même si nous sommes opposés, mais à toujours être unis dans le sens de l'intérêt national. C'est très important. Et une troisième question, et c'est un peu la question qui était posée, quelle riposte pouvons-nous avoir de façon à dissuader nos adversaires d'aller plus loin sous ces questions-là. Et là, la question est assez ouverte parce qu'évidemment, si eux font des choses qui sont illégales, du sabotage qui est non éthique, on ne peut pas faire la même chose. Mais pourquoi, par exemple, ne pas réfléchir à des campagnes qui seraient pas des campagnes de désinformation, mais des campagnes d'information contre les adversaires, pour mettre en lumière, par exemple, la corruption, les choses qui ne vont pas, les défaites militaires, tous ces éléments-là que, entre parenthèses, nous avions fait pendant la première guerre froide face à l'Union soviétique. Allez, rapidement, petite intervention de Richard qui nous appelle de Toulouse. Richard, ça vous inspire quoi? Après, on donne la parole à Françoise et à Tom Conan. En fait, c'est un discours assez unilatéraliste de votre invité. Je pense que la déstabilisation de l'Ukraine, on l'a faite avant, avec la révolution orange. C'est des révolutions qui sont en fait supportées par la CIA. Nul ne l'ignore. Aujourd'hui, les gens ont des VPN, ils se renseignent aussi. Et donc, on a fait une révolution orange qui, comme les feux, vire au rouge. Et c'est pas la seule, il y en aura d'autres. Il y en a une qui avait été avortée, d'ailleurs, où M. Glucksmann était en première ligne. En Géorgie. En Géorgie, tout à fait. Mais aujourd'hui, votre discours, il est complètement unilatéraliste et c'est pas en ayant interdit RT qu'on peut argumenter. Je pense que le l'ancien président du Mexique a trouvé que toute interdiction de médias, y compris même celle de Trump dans les réseaux sociaux, était une atteinte à la liberté. Mais tout le monde trouve ça, que c'est un grand homme, mais... Richard, vous parlez d'Almo, bien sûr. López Obrador, qui vient d'ailleurs d'être brillamment acquis. Non, il n'est pas battu. C'est Claudia Sheinbaum qui lui succède. Donc, bien sûr. Mais il y a beaucoup de grands pays démocratiques qui considèrent qu'il ne fallait pas interdire Trump et la France en premier. Donc, moi, j'entends ce que vous dites. Moi, j'entends ce que vous dites. C'est une position qu'on connaît très très bien. C'est une position très à gauche. Moi, j'entends ce que dit aussi notre spécialiste. Je pose juste la question sur TikTok. TikTok, véritablement, il y a deux écoles. Il y a Bardella, Jordan Bardella, qui l'utilise et on sait très bien que c'est un des succès de sa campagne, c'est TikTok. Et il y a Raphaël Glucksmann qui a refusé, qui avait des milliers d'abonnés, centaines de milliers, et qui a décidé de ne plus y être. Depuis hier, par exemple, circule une vidéo délirante. Vous avez Emma Rafovitz, qui est candidate PS, qui a le malheur d'être la nièce de Olivier Rafovitz, le porte-parole de Sahel, alors qu'elle est à l'antipode des positions de son oncle. On lui fait dire des choses avec un faux enregistrement. Et là, pour moi, si vous voulez, mon cher, je parle à notre invité, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Je vous pose la question. Une petite réaction aussi de Tom. Il me semble que ce qui est très important, c'est la rapidité. Attendez, bougez pas, Richard. Juste un mot, c'est la rapidité justement dans le démenti. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de flux d'informations devant les yeux, en tout cas pour ceux qui se renseignent, qui sont sur les réseaux sociaux notamment. Et sur X, anciennement Twitter, vous savez, il y a cette mise en contexte qui peut être mise juste en dessous d'un tweet et ça marche effectivement très bien. Parfois j'ai pu me laisser embarquer dans quelque chose de manière un peu hâtive et ensuite je voyais effectivement cette mise en contexte qui invalidait éventuellement la vidéo, le propos, etc. Et ça c'est fondamental parce que finalement sinon on distille une fausse idée, une fausse information dans l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre invité avec le mot de la fin? Oui. Très bonne question à nouveau, merci. Vraie question ouverte, mais sur lequel il faut être sans tabou.
Une étude de Rutgers University de l'année dernière, de décembre dernier, a démontré, en faisant la comparaison d'ailleurs avec Instagram, que certains thèmes étaient très clairement supprimés sur TikTok, comme par exemple tout ce qui était pro, on va dire, Israël, dans le contexte... on vous perd, on est en train de vous perdre. On vous a pas, on n'a pas la fin. Guy-Philippe Goldstein. Je peux la faire. Hein. Attendez. Non, on a bien compris. Aïe, on l'a perdu. C'est Mais dommage. ce n'est pas un complot. Hein. Non, ce n'est pas un complot. C'est une cyberattaque. On a été attaqué. Mais c'est que TikTok, contrairement à Twitter. Vous êtes là ou pas, Guy-Philippe Goldstein? Est-ce que vous... on vous entend. Allez-y. Fort et clair. Il nous reste 40 secondes. Vous m'entendez? 40 secondes. 40 secondes. Allez. Des études montrent très clairement, de Rutgers University, même le Wall Street Journal CMI, que l'information sur TikTok est très clairement biaisée en faveur, faut le dire, bien des opinions qui sont plutôt dans le giron de la mouvance géopolitique de la Chine et qui sont, par exemple sur les Ouïghours, et qui sont d'ailleurs très en faveur du Hamas versus Israël. Donc là, il y a une vraie question qui est posée sur un outil algorithmique qui peut-être est très clairement biaisé et on ne le sait pas d'ailleurs. Merci mille fois Guy-Philippe Goldstein d'avoir été avec nous, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste. Je vous rappelle les titres de ses livres Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle et du roman Babel Minute Zéro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.